Bonjour Vincent. Alors je vais te présenter, hein. Tu es Vincent Barbelin et tu es le CTO ambassadeur de Dell en France. Donc merci de nous avoir rejoints et de répondre à nos questions autour aujourd'hui d'un vrai sujet que beaucoup de DSI se posent, qui est la place des infrastructures d'IA. Donc on peut peut-être commencer un petit peu par, si tu veux bien, d'abord te présenter à nous, nous rappeler quelle est ta mission, et puis peut-être nous faire un point sur ta vision aujourd'hui, la vision de Dell sur le marché de l'IA aujourd'hui. Bonjour Yves, donc effectivement Vincent Barbelin, ça fait 15 ans que je suis au sein de la maison Dell Technologies et j'ai ce rôle de CTO, CTO ambassadeur, donc technologie évangéliste, hein. Le but étant de guider nos clients au travers de la transformation digitale qui a été entamée quelques années. Et cette transformation digitale, eh bien, elle peut prendre plusieurs formes. Ça peut être évidemment l'intelligence artificielle qui aujourd'hui est finalement à l'avant-garde des technologies, mais ça va être aussi toutes les technologies connexes qui sont autour du raffinage de la donnée, du stockage de cette donnée, de la cybersécurité, tous ces enjeux connexes qui tournent autour de nos clients. Alors, pour la partie marché, effectivement, depuis le buzz de ChatGPT, on sait que l'IA a été propulsée au devant de la scène et les entreprises, eh bien, elles ont besoin de se moderniser pour digérer et absorber cette nouvelle technologie. Ce qui est sûr et certain, quand on regarde le marché, on sait qu'à peu près 80% des décideurs d'entreprise sont intéressés par le potentiel de l'IA et 76% ont clairement mesuré que ne pas y aller aura un impact. Finalement, l'IA est une réalité, elle arrive dans les entreprises. Et si on regarde le marché français, on sait qu'à peu près 36% des organisations sont à mi-parcours d'un projet d'IA. Ça veut dire qu'ils ont déjà identifié l'équipe, ils ont déjà mis en place des cas d'usage, ils ont déjà passé la phase de pilote. Et donc, ils sont en train d'industrialiser cette IA qui rentre en production. Pour vous donner une échelle de comparaison, 36% pour la France, 44% en moyenne au niveau monde. C'est-à-dire que la France n'est pas en retard et elle est même parmi les champions de cette technologie. Ok. Comment puisque tu viens de l'évoquer, hein, Vincent, on se connaît depuis longtemps, donc on se tutoie. Comment est-ce que l'IA est appréciée aujourd'hui par les métiers, en particulier les métiers de l'IT? Alors, euh, la réalité, c'est que on a toujours une dichotomie entre l'IT et les métiers. C'est un chiffre d'une étude qu'on a commandée qui est très récente puisqu'elle date de fin 2024. Et en fait, on se rend compte que à peine 26% des métiers estiment que l'IT est un business partner. Ça veut dire que à peine 26% des métiers invitent les informaticiens lors de ces réflexions autour de l'intelligence artificielle. Et c'est une véritable problématique que rencontrent les entreprises et que nous rencontrons évidemment par effet de bord, parce que l'IA, c'est des moyens de calcul, c'est du stockage de données, c'est de la consommation énergétique. Finalement, l'intelligence artificielle, pour produire une inférence, elle a besoin d'informatique. Et on a besoin, dès le début du projet, d'intégrer l'IT. Je vous donne des exemples qui parleront. Ça fait des années qu'on réfléchit à uniformiser les systèmes d'exploitation. Alors, Microsoft a été le grand vainqueur ces dernières années. Eh bien, le monde de l'intelligence artificielle, c'est beaucoup du Linux. Mettez-vous à la place d'un DSI qui se retrouve à devoir intégrer, sécuriser et maintenir ce système d'exploitation qu'il n'a pas forcément en majorité dans ses ensembles. Et puis, la réalité aussi, c'est que 82% des clients qui industrialisent l'IA, qui basculent en production, se rendent compte qu'ils ont besoin d'une approche hybride. Gardez ce théorème en tête, il est plus facile d'amener l'IA à la donnée que la donnée à l'IA. Et donc, quand on parle d'approche hybride, ça veut dire qu'on a besoin de stockage de données et de moyens de calcul qui sont aussi bien dans le cloud public que dans le cloud privé on-premise que sur le edge. De plus en plus, c'est à peu près 76% des clients qui déplacent des charges de travail, des workloads sur le edge pour être au plus près du point de captation de la donnée et évidemment être également le plus sobre possible en termes énergétiques. C'est quelque chose qui change en partie les paradigmes des DSI aujourd'hui, en particulier quand on parle, nous on est très sensible à la proximité et au edge, parce qu'on sait qu'il y a des développements aussi régionaux, etc. Ce qui veut dire qu'en fait, globalement, c'est toute la chaîne. On va le présenter comme ça, mais je crois que c'est vous chez Dell, qui employez cette expression, la chaîne globale de l'IT, qui est modifiée et transformée aujourd'hui.
Effectivement, c'est toute la chaîne. Alors, quand on parle d'IA, on a tous en tête ces méga clusters de calcul qui sont capables de réfléchir très vite et de produire des inférences extrêmement précises. Maintenant, c'est effectivement toute la chaîne. L'IA, ça commence par le poste de travail. Là aussi, c'est pas l'objectif du jour, mais le poste de travail subit un bouleversement. Il est augmenté par l'IA. On a également tout le stockage de la donnée, parce que quand on parle de stockage de la donnée, on parle de pétabytes de données. L'échelle est très vite énorme. Hein. On parle de centaines de millions de téléphones portables qui sont stockés dans les data centers. C'est évidemment cette donnée-là, il faut la raffiner, il faut la travailler, il faut la préparer. Donc c'est beaucoup de travail. Et stocker de la donnée, ça a un coût, mais ça a aussi un impact environnemental. Donc on commence aussi à travailler à des mécanismes de plus en plus pointus pour dédupliquer, compresser la donnée, parce que plus on la compresse, eh bien, moins on consomme d'énergie et plus on est sobre sur son stockage. Le deuxième également, c'est ce fameux RAG dont tout le monde parle, hein, cette technologie qui permet de séparer les données qu'on a acquis, cet asset digital qu'on a acquis depuis des années, voire plusieurs dizaines d'années dans les entreprises, qui sont le patrimoine digital de l'entreprise. Eh bien, ce patrimoine, je n'ai pas envie de le mélanger aux données publiques qui sont exploitées par les hyperscalers ou tout simplement qui ont servi à entraîner les modèles de langage ou les modèles de Generate. Et donc, ce fameux RAG, eh bien, là encore, on a un travail à faire parce que plus on va jouer sur sa précision, plus on va être capable d'être sobre en place consommée et donc, encore une fois, d'avoir un effet de bord sur la consommation énergétique. Et puis, tu parlais bien évidemment de la totalité de la chaîne. Eh bien, une fois qu'on a les données, le carburant qui va alimenter l'intelligence artificielle, eh bien, on a besoin de les processer. Hein. L'inférence, c'est des modèles mathématiques, des algorithmes mathématiques qui vont fonctionner sur du compute. Le compute, c'est le CPU qu'on connaît depuis des années, mais c'est aussi le GPU, c'est cartes graphiques hein, qu'on utilisait en tant que gamer, qui aujourd'hui sont utilisées pour l'intelligence artificielle. Et la réalité, eh bien là encore, hein, c'est que pour vous donner une échelle, une requête Google ou une requête dans un moteur de recherche traditionnel tel que l'on le faisait, eh bien, si on la compare à une recherche, à une demande à un moteur, à une intelligence artificielle, pardon, on se rend compte que c'est 340 fois plus gourmand que les bonnes vieilles requêtes qu'on faisait précédemment. Ça veut dire 340 fois plus de carbone produit, 10% d'énergie consommée. Le résultat n'est pas le même, on ne demande pas la même chose, mais ça donne quand même une échelle. Et puis, si on continue sur cette tendance d'adoption de l'intelligence artificielle, toute cette chaîne dont tu parlais, eh bien, c'est Gartner qui l'a mis en avant. Si on continue sur cette tendance d'adoption, on sait qu'en 2030, c'est à peu près 3,5% des ressources énergétiques de la planète qui seront consommées par l'intelligence artificielle. En ces temps de tension où l'énergie est une véritable valeur des États, c'est évidemment un enjeu important. Alors, on va peut-être revenir un petit peu sur quelque chose d'un peu plus basique, hein, si tu me le permets, mais qui est extrêmement concret. Le DSI qui est confronté à son entreprise, qui veut impérativement aller dans le sens de l'IA, et tu l'as clairement exprimé, il faut y aller, on n'a pas le choix. Hein, mais lui, il est confronté à d'autres problèmes, qui sont la performance globale, qui est la performance énergétique. Les enjeux énergétiques deviennent colossaux, qui sont le simple fait qu'un serveur d'IA, ça consomme autrement plus qu'un serveur classique, et puis surtout, ça nécessite d'être refroidi par de nouvelles approches. Ce qui fait que le DSI, il est confronté à un vrai problème. Donc, est-ce que ça correspond à la réalité que tu vois sur le terrain, chez tes clients, chez les clients de Dell, et comment Dell arrive à y répondre? Alors, effectivement, on rencontre énormément de directeurs informatiques qui sont confrontés à cette problématique de sobriété de l'intelligence artificielle. Les métiers ont des problématiques de réponse, de résilience, de service level agreement, de cybersécurité de l'intelligence artificielle, puisque aujourd'hui, on sait que ça va être une des cibles des hackers dans les années à venir. Les urbanistes et les directeurs informatiques, eux, voient cette technologie arriver. Alors, déjà, tout d'abord, ça commence par le travail de constructeur qu'on fait. Ce travail de constructeur, c'est déjà d'avoir des usines qui sont vertes. Quand on va
commencer à travailler sur des fabrications de modèles, on intègre aussi déjà des process de fabrication zéro carbone. On a des projets d'avoir des usines zéro carbone à l'horizon 2030. Ça, c'est pour les émissions indirectes. Ensuite, quand on fait de la recherche et développement sur les produits de demain, on travaille avec les grands fabricants de CPU et de GPU, Intel, Nvidia, AMD, pour concevoir des machines capables d'absorber plusieurs de ces cartes graphiques et évidemment d'avoir à l'intérieur des systèmes de refroidissement, de flux d'air les plus optimisés possibles. Alors, on parle de serveurs qui peuvent avoir par exemple 4 cartes graphiques jusqu'à des architectures qui peuvent contenir jusqu'à 100 cartes graphiques, des architectures pour les grands modèles. Donc là, on a un vrai travail de design et d'engineering, de matériaux. On va utiliser des matériaux qui permettent de mieux contenir cette chaleur. Ensuite, on a 3 vecteurs de refroidissement. Le premier, c'est le refroidissement par air, qu'on connaît tous depuis des années. Eh bien, ça reste quelque chose qui est encore d'actualité parce que on parle de méga clusters, mais il y a aussi des PME, PMI qui ont besoin de systèmes plus petits. On parlait de Edge. Eh bien, sur ce fameux Edge, on va continuer de refroidir à air. Donc, on a un vrai travail sur le refroidissement par air 2.0 avec à nouveau des matériaux et des systèmes et des flux d'air qui sont parfaitement contrôlés. Le deuxième, c'est le direct liquid cooling. Alors, le direct liquid cooling, on en parle beaucoup en ce moment. Il a 2 axes. Le premier, c'est le plus facile à mettre en œuvre. C'est je vais venir refroidir soit mes INRO, soit mes portes. Donc, en fait, on a des systèmes à eau qui finalement, in fine, vont se transformer en air refroidi par de l'eau. Ça, c'est le plus vieux système qu'on connaît. Et puis, celui vers lequel on tend, c'est le direct liquid to chip. Donc, en fait, on va carrément rentrer dans le serveur et on va venir collecter la chaleur au plus près de son point de création, qui va être le CPU, la GPU et la RAM. Et finalement, eh bien, on va faire rentrer de l'eau froide dans le serveur, on va ressortir de l'eau chaude et derrière, on va avoir des échangeurs thermiques qui vont, par exemple, nous permettre d'alimenter des établissements publics, des bureaux ou des terrariums, ce genre d'équipement. Le direct liquid cooling aujourd'hui, c'est une tendance qui est en pleine croissance. Bon nombre de data centers sont en train de se moderniser et intègrent cette arrivée d'eau. Ça permet aussi aujourd'hui d'avoir un mix air-eau. Et d'ailleurs, pour l'innovation, hein, vous l'avez peut-être vu, on va sortir très prochainement, on a déjà fait l'annonce, on sort des switches 200 et 400 gigas direct liquid cooling. Parce qu'évidemment, plus on avance, plus les équipements connexes, eux aussi, vont se refroidir par eau pour avoir une unité. Et puis le dernier, eh bien, c'est l'immersion. Donc en fait, on parle d'immersion dans des bains d'huile. Alors, c'est une image, hein, bien évidemment, on vient tremper nos serveurs, on vient les immerger dans des fluides, ces fluides qui doivent avoir évidemment une viscosité et des propriétés de résistance à la chaleur, hein. Il ne s'agit pas qu'ils s'enflamment en cas de fuite, mais c'est une réalité. Et si vous regardez le catalogue, aujourd'hui, c'est disponible sur nos best-sellers, sur nos modèles les plus vendus. Et donc là encore, hein, on vient les tremper dedans. Entre les deux, on constate quand même qu'il y a une meilleure adoption du direct liquid cooling que de l'immersion, tout simplement parce que l'immersion, on a des problématiques de poids au sol, on a des problématiques de maintenance, mais qui évidemment dans l'avenir tendront à se simplifier. Mais c'est des process qu'on a en production chez les clients. Ok. On va rappeler qu'on a réalisé, nous, chez Data Center Magazine, il y a un peu moins d'1 an, un dossier sur l'immersion aussi, où on évoque tous ces sujets et on rentre dans des détails. Et on sait que c'est une technologie nouvelle et peut-être future, mais que pour l'instant, en fait, le vainqueur, c'est le DLC. Le DLC, c'est quand même… il faut des racks plus grands, il faut plus d'espace. Aujourd'hui, on constate par exemple qu'un data center d'IA, les espaces techniques sont plus grands que les salles informatiques. Là, on était sur l'inverse avant. Donc, j'imagine que ça a une forte influence. Est-ce que les DSI n'ont pas besoin d'être guidés là-dessus? On peut évoquer les gens qui font de la colocation. Eux sont habitués à ça parce qu'ils n'ont pas le choix. Il faut qu'ils évoluent aussi avec leurs grands clients. Et on sait que les grands clients ont basculé depuis longtemps sur le DLC. Mais pour tous les autres, quand on parle de proximité, quand on parle de régionalisation, de modernisation, de rétrofit, c'est quand même un sacré chantier. Comment vous les aidez? Alors, aujourd'hui, on a 2 approches. On a soit les clients qui démarrent un projet d'IA de zéro, et auquel cas on a notre AI Factory. Dans cette AI Factory, on va être capable de prendre leurs données en entrée
d'en sortir une IA qui va produire des inférences. Et dedans, on a toutes des ready architectures. Ces ready architectures, ces architectures de référence, pardon pour les anglicismes, ces architectures de référence, elles sont calibrées. On a des ABAC et on va pouvoir, en fonction des différents LLM utilisés ou systèmes d'intelligence artificielle de maintenance prédictive de fluides et autres plutôt plus industriels utilisés, eh bien, on va sortir des architectures qui sont calibrées, qui sont standardisées, industrialisées. Et elles intègrent nativement le Direct Liquid Cooling to Chip dedans. Et finalement, on arrive avec un système package. Pour les clients, comme tu le disais, qui sont plus dans la construction, eh bien, là encore, on a des systèmes précalibrés, on a aussi des ABAC, notamment on a le Dell Enterprise Hub on Hugging Face, en fonction des modèles qu'on va retenir, qui va nous permettre de descendre tous les packages. Et puis, on travaille, par exemple, avec Vertiv ou avec Schneider ou avec CoolIT. On a travaillé à industrialiser ces systèmes de refroidissement à grande échelle ou à petite échelle, parce qu'encore une fois, n'oublions pas que, comme tu le disais, les grands groupes, eux, on va parler de dizaines de racks alimentés, mais une PME, PMI qui a besoin de faire de l'IA, on va parler peut-être de 3-4 racks. Et donc, on a travaillé à intégrer ces systèmes dans les cubes actuels, dans les data centers actuels, et finalement à faire cohabiter ces couloirs chauds, couloirs froids qu'on avait par le passé, avec ces nouveaux systèmes de Direct Liquid Cooling. On l'a industrialisé également au sens de l'exploitation. Finalement, pour vous prendre une idée, on avait les PDU électriques où on branchait les prises de chaque côté. Eh bien, on a leurs homologues qui vont distribuer de l'eau et on a des connectiques. Alors, une image qu'on a peut-être tous en tête, le fameux raccord Gardena qu'on clip dans le robinet. On a la même chose. On a notre serveur qui sort avec ses arrivées d'eau chaude, d'eau froide, d'électricité. On branche les électricités sur les PDU. On clipse dans le système les arrivées et les sorties d'eau chaude, d'eau froide. Et ça y est, le système est raccordé. Et puis, on a travaillé à packager, soit en tête de data center, soit en tête de ligne, soit au sein d'un rack, les systèmes d'échangeurs et de compression qui permettent, alors, pas rentrer dans le détail technique là, mais qui permettent d'envoyer l'eau à la bonne température, à la bonne pression, en fonction du nombre de systèmes que j'ai à mettre en place. Il y a un autre domaine qu'on évoque peu lorsqu'on évoque ces sujets et qui est pourtant important. Alors, je rassure les gens qui nous écoutent, on n'est pas en train de parcourir le catalogue Dell pour dire on a une réponse à chaque fois. C'est pas le but. On est plutôt du côté des exploitants de salle informatique pour essayer de leur apporter une vision, celle d'un constructeur informatique de premier plan, et qui peut les accompagner dans leur démarche et pour répondre à leurs clients. Je disais que l'autre partie, c'est la partie software. C'est-à-dire que ces infrastructures, il faut les piloter. Et ça, c'est pas simple du tout. On le sait. Et là aussi, j'imagine qu'il y a des adaptations à faire. Alors, pour la partie software, c'est l'intelligence artificielle qui vient au service de l'intelligence artificielle. J'ai souvent coutume de dire que l'intelligence artificielle a été développée par des informaticiens déjà au service des informaticiens. Alors, au niveau de cette intelligence artificielle qui vient à notre aide, elle vient déjà à notre aide au niveau de la cybersécurité. Je ne rentrerai pas dans le détail, ce n'est pas l'objet, mais ne la négligez pas, c'est encore une fois la cible de demain. Le deuxième, c'est que l'intelligence artificielle, elle va venir nous aider à plusieurs niveaux à contrôler ces gigantesques usines à intelligence artificielle. Elle va venir nous aider déjà au niveau de la donnée, à mettre en place une gouvernance de la donnée, à connecter les sources de données, à préparer les jeux de données pour les faire digérer au calcul. Elle va nous permettre aussi de donner un indice de confiance à la donnée. Les entreprises, elles ont toutes énormément de données à disposition. 74% d'entre elles, de cette donnée, c'est de la dark data, c'est de la donnée qui n'est pas propre, qui n'est pas prête à être exploitée. Donc l'IA, elle va déjà nous permettre de travailler au niveau de cette donnée. Ensuite, elle va nous permettre de travailler au niveau du capacity planning. C'est-à-dire que l'IA, aujourd'hui, à travers les logiciels de management, CloudIQ, AI, Apex, Ops chez nous, en fait, elle va nous permettre de faire des projections non seulement financières, capacitives de stockage de la donnée et de processing de cette donnée, mais aussi d'empreinte carbone. C'est-à-dire qu'on va pouvoir se projeter sur combien de carbone va produire mon cluster de calcul, mon stockage, en fonction de mes habitudes d'utilisation. Et puis, elle va faire des propositions, de dire peut-être qu'on peut ralentir un peu cette tâche et on va faire des économies.
Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, eh bien, c'est qu'aujourd'hui, on travaille sur l'industrialisation du jumeau numérique, puisque les data centers sont eux-mêmes bardés de capteurs, hein, et on collecte énormément d'exploitation, aussi bien au niveau des PDU que des onduleurs, que des serveurs, que du stockage. On a une télémétrie qui est extrêmement importante. Et donc, on travaille à l'avenir à ce que ces outils ne fassent plus simplement du reporting et du prévisionnel, mais deviennent des véritables jumeaux numériques du data center. Aujourd'hui, on s'est créé très vite un jumeau numérique de ce data center et donc on va l'industrialiser au service de nos clients. Et l'idée, c'est de pouvoir simuler des pannes, des maintenances, mais aussi l'intégration de nouveaux workloads, de nouveaux usages, de nouveaux outils, de nouveaux matériels, et d'en simuler l'impact sur la totalité de la chaîne. On en revient à ce que tu disais tout à l'heure, de la prise de courant EDF à l'entrée du data center, jusque évidemment à l'échangeur thermique de l'autre côté. Et donc ces jumeaux numériques vont aider les opérateurs à avoir une vision et à anticiper ce qui va se passer, et évidemment à être extrêmement proactifs et faire toutes les simulations et les tests dont ils ont envie. Merci de brosser toute cette partie également, hein, qui est importante. Bon, si je résumais un peu la situation, les DSI sont confrontés à une problématique, mais des solutions existent. Par contre, il faut qu'ils envisagent de revoir leur façon de procéder, leur façon de travailler, et puis de travailler aussi avec les métiers, parce qu'il faut que les métiers comprennent que c'est pas simple. Donc, il y a un gros travail à faire. Par contre, évidemment, de ce travail, ils vont en attendre des résultats, des ROI, des choses comme ça. Tu te proposais de nous évoquer un cas client bien particulier qui permet de mesurer un petit peu ce que l'on peut obtenir quand on travaille, j'imagine, en amont et en permanence sur la production. Oui, alors c'est évidemment c'est l'université de Cambridge. Là, on est dans le monde des supercalculateurs. Alors, on est dans un monde où on parle de millions, milliards d'opérations à virgule flottante par seconde. On est sur des supercalculateurs qui visent l'échelle du zetascale. Alors, c'est un petit peu la course à l'espace du monde des supercalculateurs. C'est des supercalculateurs, évidemment, qui ont des besoins scientifiques extrêmement importants, hein. Nous, en France, on en a également plusieurs, hein. On a, par exemple, ceux de EDF, on a ceux de Météo France, on a ceux de plusieurs entreprises. Donc, le supercalculateur de Cambridge fait partie des supercalculateurs les plus puissants au monde. Et c'est des supercalculateurs qui évoluent à travers le temps. Et on a travaillé avec les équipes à faire une release, une nouvelle génération de supercalculateurs, en ayant en ligne de mire l'échelle du zetascale, hein. Et l'idée était de garder le contrôle énergétique de ce supercalculateur. Alors, partout dans le monde, on s'est à peu près entendu sur une unité de mesure d'efficacité énergétique, c'est le fameux PUE dont tu as parlé dans d'autres articles. Et donc, pour vous donner une idée, on sait qu'un PUE de 1 ou inférieur à 1 est un PUE qui est extrêmement bon. Et donc, sur ce supercalculateur qui fait l'échelle d'un entrepôt, qui contient des milliers de nœuds de calcul, de stockage et de cartes graphiques, on a réussi à atteindre un PUE de 1,14, ce qui est vraiment extrêmement brillant. Il faut vraiment s'imaginer qu'on rentre à plusieurs dizaines de personnes dans ce supercalculateur, hein, pour vous donner une taille. Et donc, on y arrive en travaillant en amont, en faisant les bons choix, en ayant une réflexion de sobriété dès le début du projet et évidemment en réfléchissant à la façon dont on va composer l'architecture de stockage, l'architecture de transport de la donnée, l'architecture de calcul. En intégrant cette démarche de sobriété à chaque étape du projet, on arrive à ces résultats brillants et à garder le contrôle sur l'avenir. C'est très documenté, on a rédigé plusieurs articles, on peut les trouver assez facilement pour aller un peu plus loin dans le détail. Oui, merci. Alors, juste une remarque. Si tu arrives à avoir un client qui a un PU inférieur à 1, tu nous mets en relation avec lui, et là, on va aller discuter avec lui. Écoute, c'est la course à l'espace. Il y a la course à l'espace du calcul, il y a la course à l'espace du PUE. En tout cas, comme tu le dis, inférieur à 1, aujourd'hui, on n'en a pas. En plus, le PUE est influencé par la région, la zone géographique, hein, bien évidemment, et la façon dont on amène l'énergie, la façon dont les équipements consomment l'énergie. Ce qui est sûr, c'est que ça a le mérite d'être une unité de mesure internationale et qui nous permet de nous situer, de se fixer un objectif chiffré. Tout à fait. Et puis, on rappellera que
c'est possible, mais il faudrait intégrer d'autres éléments de calcul et ce n'est pas prévu pour l'instant de rentrer dans le calcul du PIE, donc on est un peu coincé là-dessus. Ce qui va nous amener à une dernière question. Donc, moi j'ai bien compris. En fait, je pense qu'une des bases aujourd'hui, c'est que le data center, la salle informatique, il faut la penser en fonction de l'infrastructure qui va être dedans. Avant, on construisait et ensuite on mettait de l'informatique. Aujourd'hui, on ne peut plus se le permettre. Il faut construire en fonction de l'informatique. Donc, si j'avais une dernière question à te poser, Vincent, c'est quel conseil tu donnerais aux personnes qui nous regardent aujourd'hui pour démarrer un projet ou pour essayer de rattraper un projet, parce qu'on ne va pas se le cacher quand même. On dit que 80% des entreprises se lancent dans des projets d'IA, mais on dit aussi qu'il y en a 70% qui vont échouer. Hein. Donc, alors, pas échouer parce que ça marche pas, mais échouer parce que c'est un POC et que c'est pas destiné à aller plus loin. Donc, quel conseil que tu lui donnerais en dehors de t'appeler et d'aller chez Dell? Alors, effectivement, comme tu l'as dit, aujourd'hui, il faut adapter le modèle. On a un vrai changement de paradigme sur ces data centers. Le premier conseil, c'est déjà de se faire accompagner par les énergéticiens, de se faire accompagner par les personnes qui ont l'habitude de créer des data centers. Il ne faut pas partir seul dans ces projets. Et quand bien même, souvent on entend parler, il y a les bruits de couloir dans l'entreprise. On le sait que les entreprises vont adopter l'intelligence artificielle. Donc, commençons déjà dès maintenant à réfléchir aux data centers de demain. Intégrons déjà ces arrivées d'eau. Donc, pensons-le, même si l'entreprise n'en est que vraiment au stade j'envisage l'IA, j'évalue l'IA, commençons déjà pour le data center de demain. De toute façon, avoir son data center, c'est aussi une question de souveraineté. Donc, ce ne sera pas un travail de perdu. Et là encore, on a des équipes capables d'accompagner à ce genre de design. Mais dans tous les cas, en termes de souveraineté et en termes de futur, commençons d'ores et déjà à réfléchir. N'attendons pas la dernière minute pour commencer. Merci, Vincent Barbelin. Merci.